Hop, interview Joe Amore, quatrième partie. Donc on arrive en octobre 2001 avec Cosmovision. D'après ce que j'ai compris, ça reste ton album préféré de Nightmare, hein? Un de mes préférés. Un de tes préférés? Oui. Le préféré peut-être, oui, je pense. Ouais, le préféré parce que parce qu'il sonne totalement original, quoi. C'est un album qui est un peu différent de toutes nos autres productions. D'accord. Dans lequel notamment Terry Resness, le producteur de l'époque, s'était donné à cœur joie de nous apporter un peu quelque chose de nouveau. Pour moi, ça a été un renouveau, quoi, cet album. D'accord. Et donc, c'est un album que j'apprécie beaucoup. Ok. Alors je suis retombé sur des interviews d'époque où vous disiez que cet album traite de mystères inconnus, de présence extraterrestre avant nos civilisations, mais vous restiez un peu flou. Alors ça me fait penser à plusieurs théories dont j'ai entendu parler sur les reptiliens, et j'ai fait un rapprochement avec Gamaré qui a sorti le No World Order, un album sur les Illuminati, pile le 11 septembre 2001. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu? Oui, en effet, on avait sur cet album-là, on avait décidé un petit peu de traiter de tout ce qui nous intriguait. D'accord. Et je ne sais pas si c'était particulier à cette période-là, mais il y avait des sujets notamment tout ce qui était mystérieux avait beaucoup d'importance. On en parlait certainement. Parce que quand on compose, en fin de compte, dans Nightmare comme aujourd'hui, hein, on traite de sujets qui nous intéressent sur le moment. D'accord. Et heureusement, parce que sinon on traiterait tout le temps de la même chose quelque part. Là, ça permet de... Donc le cliché, en tout cas, c'était tout ce qui nous intriguait, toutes ces civilisations sur lesquelles on connaissait peu les origines, donc on pouvait interpréter... je ne sais pas si ça existait à l'époque, toutes ces séries télévisées qui traitent beaucoup moins, oui, je pense. Hein, donc voilà, c'était, je crois que c'est à cette époque-là, oui, en effet. D'accord. Où il y avait, je ne sais plus, pour en citer, comment c'est cette série-là, enfin, c'était un... V peut-être, non? Mais aussi... comment ça s'appelle déjà? Attends. Je vois pas. Tu vois ce truc-là, là, ce thème-là? Non, ça me dit rien en plus. C'est une série avec... Attends. Enfin voilà. Oh. Donc tout ce qui était mystérieux. Bon, excusez-moi de l'interprétation un peu limite. Voilà. Donc oui. Donc c'est un cliché à ce moment-là. C'est vrai que on était, quand on a commencé, on a fait 1, 2, 3 textes et puis on a continué un petit peu dans ce registre, sans que ce soit un album avec un seul thème. Hein. Il y a d'autres trucs qui sortent un peu de ce sujet. Ok, donc parmi les guests sur cet album, donc Cosmovision, on retrouve Patrick Randa. Alors visiblement, il aurait auditionné pour Nightmare quelques années auparavant. Alors est-ce que tu te souviens à quelle période? Est-ce que tu pourrais nous parler de cette audition? Je n'aurai aucun élément à cette audition. Je me pose la question si c'était pas pendant la période où j'y étais pas. Ah d'accord, donc ça aurait été vers 87? 87, fin 86, enfin milieu 86, début 87. D'accord. Je pense. Oui, avec le départ de Jano Stripoli. Ok, d'accord. Voilà. Il avait quitté le groupe après toi un peu après, ouais. D'accord. Juste après moi. Le groupe avait plus ou moins des difficultés à retrouver un line-up fixe, donc ils ont recherché à ce moment-là. Et ils ont embauché d'autres musiciens. D'accord. Donc on passe maintenant à l'album que je considère comme votre chef-d'œuvre. Donc Silent Room, voilà, c'est mon préféré. Même en réécoutant tout, ça reste mon préféré. D'accord. Donc sorti le 13 octobre 2003. Donc déjà avec 20 ans de recul, quel regard portes-tu sur cet album? Cet album, c'est étonnant parce que je suis pas du même avis que toi. Okay. Pour moi, c'est pas mon préféré quelque part. Bon, je renie rien du tout, hein, mais
c'est un album dont j'ai le moins de souvenirs quelque part. D'accord. Donc peut-être que c'est un album pour lequel j'ai le moins travaillé, peut-être. Sur lequel j'ai le moins travaillé. Ok. En tout cas, qui est le fruit de quelque chose de plus spontané. D'accord. Et peut-être, en effet, ça peut... Faudra que je le réécoute, parce que ça doit faire 10 ans que je ne l'ai pas écouté, cet album. D'accord, ok. Bon, là, au moins. Je suis passé 3-4 fois en boucle, là. Ouais. Hier, non? Hier, c'est exact, pendant le trajet, quoi. Faudra que je le réécoute. D'accord. Okay. Donc, c'est vrai que j'ai peu d'éléments sur cet album. D'accord. Si ce n'est que, bon, petite anecdote, la pochette. Oui. Donc, pour la pochette, je travaillais à l'hôpital, un hôpital psychiatrique. Et donc, j'ai demandé à un de mes collègues de boulot de poser pour moi. J'ai pris quelques photos. D'accord. D'où cette photo. Donc, sur la photo, ce fameux impressionnant infirmier est un vrai infirmier avec qui j'ai travaillé pendant 27 ans. Ah, bah, un ami, oui. Il a bien joué le bureau. Oui, non, mais c'était flippant. Alors vous imaginez avec les patients dans l'hôpital, ouais. On a pris des photos dans la pharmacie et tout, dans l'infirmerie notamment. Ah ouais, ça doit être comique. Voilà, donc vous imaginez avec l'appareil photo. Voilà, c'était la petite anecdote et donc photo qu'on a gardée. D'accord. Donc il s'agit d'un album concept. Visiblement complexe, donc qui se passe, comme tu viens de le dire, dans un hôpital psychiatrique. Alors mon anglais il est plutôt moyen, mais si j'ai bien compris, il s'agit d'un ado qui sombre dans la folie après des heures passées sur un jeu vidéo. Peux-tu nous développer ce concept, ce dont tu te rappelles? Et est-ce qu'on peut faire une comparaison par exemple avec le From the Inside de Alice Cooper? Donc en effet, le sujet principal étant la folie. D'accord. La folie avec donc toutes les différentes façons de folie et notamment l'addiction au jeu avec ce départ vers quelque chose de fantastique mais aussi de très dangereux et donc cet ado, cet enfant qui sombre dans la folie. La folie est un sujet qui revient souvent, bon, du fait que je travaille en psychiatrie depuis toujours. Donc j'avoue, dans presque tous mes albums, il y a au moins, à un moment donné, il y a très souvent un sujet qui traite de cette folie. En tout cas, du mal-être, ça peut être simplement un mal-être ou une euphorie, ou alors une illumination. Voilà. Quelque part, ça traite toujours de côté psychologique de l'être humain. Ok, donc sauf erreur de ma part, donc non, puisque tu l'as confirmé. Donc voilà, à l'époque, voilà, tu étais infirmier, ce qui t'a inspiré pour l'écriture. Ouais. Tu travailles toujours dans ce domaine alors ou... Tout à fait. Tout à fait, d'accord. Tout à fait, oui. Alors, tout comme Cosmovision et The Dominion Gate, Silent Room, il est produit par Terje Resnes. Alors, il y a peu, je me suis réécouté Imperial Tzadik de Ellipsis, qu'il a également produit. Et j'ai trouvé justement des atmosphères qui me rappelaient Silent Room. Est-ce que c'est un producteur à la manière d'un Mutt Lange dont la patte est très présente Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est un producteur qui avait déjà une façon de travailler, en tout cas, qui avait une définition de la musique assez forte. Et donc, j'avoue que avec du recul, ça a été une super collaboration avec ce gars-là, même si c'était très difficile de travailler avec lui. C'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà. C'était très difficile justement parce que il avait une idée, quand il avait une idée en tout cas, il faisait table rase des avis des autres, des musiciens en tout cas. D'accord. Et c'était difficile de travailler avec lui. Donc ça n'a pas été une mince affaire, mais le résultat est là quelque part parce que c'est quelqu'un qui avait pareil, qui avait beaucoup de talent, quoi. En tout cas, qui est un professionnel. D'accord. Et donc du coup, il est suédois, c'est ça? Oui. Et parce que j'avais compris, vous enregistriez à Marseille avec lui? Oui, tout à fait. Donc il habitait sur Marseille? Oui, oui, il s'était installé sur Marseille. Oui. D'accord.
plus facile que d'aller enregistrer en Suède. Oui, c'est pour ça. On l'a déjà fait par la suite. Voilà, c'est pour ça, parce que vu que vous avez fait plusieurs albums, je vous posais la question. Oui, tout à fait. Ok, alors... hop. Alors, en bonus sur l'album Silent Room, on retrouve une reprise de Vicious Rumors qui s'appelle Ship of Fools. Est-ce que celle-ci, elle s'intègre au concept ou c'est un morceau à part? Non, c'est justement, ça reste dans le sujet. D'accord. Donc, pareil, Vicious Rumors, on avait... qu'on a côtoyé à ce moment-là, je pense, avec qui on avait tourné un petit peu, on avait fait quelques dates. Bon, c'était un petit clin d'œil à ce groupe-là, avec qui on avait eu des bons contacts, des bons rapports en tout cas. D'accord. Et bon, voilà, encore un sujet qui traitait de la folie, donc on s'est dit, allez. Et puis c'est un morceau qui est sympa. D'accord. Qu'on aime bien. Alors j'ai aussi noté donc, sur cet album que la basse, elle est plus mise en avant que d'habitude, et notamment sur Paranormal Magnitude ou Sniper in the Playground, alors que je la trouve en fait assez souvent en retrait dans Nightmare. Alors Yves Campion étant le fondateur du groupe, comment cela se fait qu'ils prennent pas plus d'espace en général dans l'espace sonore Je pense que c'est dans sa propre définition du rôle de la basse, hein, je pense. Hein. En tout cas, c'est un gars qui n'a pas besoin de se mettre en avant. Hein, voilà. Donc, j'avoue que moi aussi, avec du recul, je trouve que c'est un instrument qui aurait mérité quand même d'être parfois plus en avant. D'accord. Sur ces morceaux-là, si en effet tu pointes le fait qu'on les entend un peu plus, parce que justement, on avait envie de mettre en place une forme de lourdeur. D'accord. De rengaine. Donc la basse est un instrument qui justement elle est là, c'est un appui. Et donc quand on a envie de créer une rengaine, une lourdeur, on peut je pense que dans le mix, en le mettant un peu plus en avant, ça permet cet effet-là. Mais en effet, la basse mériterait parfois, aurait mérité en tout cas, qu'elle soit plus mise en avant. Il faut avoir des futures éditions remasterisées alors je pense que si en effet il y a un travail fait dans ce sens-là, c'est quelque chose qui pourra être rectifié en tout cas, même si c'est quelque chose que tu pointes, c'est pas flagrant, mais quand on a envie, sachant ça, quand on écoute, en effet, c'est quelque chose qui peut apparaître comme... en fait, c'est ça, c'est le fait de m'être écouté pas mal d'albums dans une période d'un mois, voilà. où en fait je me suis fait ce truc, mais c'est vrai que la basse, on l'entend pas très souvent. Quoi. C'est vrai. Alors, donc du coup, c'est sur la tournée de Silent Room que je vous vois live la première fois. C'était en janvier 2004. Ah oui, déjà. Ouais. Donc, depuis 2004, donc vas-y, ouais. Première fois. Super. Voilà, c'était en ouverture de After Forever au Jarod vers Marseille. Est-ce que tu te souviens de ce concert en particulier? Je me souviens de la tournée. Oui. Hein, parce que quand on part en tournée comme ça, donc presque un mois, hein, on est parti 22, 23 jours, je crois. La tournée, c'est un ensemble après. On ne sait plus où on a joué. Là, c'était une tournée européenne. On se retrouvait dans des pays, un jour dans un pays, le lendemain dans un autre. J'avoue que d'avoir un souvenir particulier sur un concert, bon, j'ai des images, des flashs, des trucs. D'accord. Mais je ne saurais pas donner de particularité à ce concert-là. Mais les tournées, c'est tellement prenant. On vit dans un vase clos pendant un mois. On vit de la musique. C'est vraiment... En tout cas, c'est une expérience que je souhaite à tout ami musicien. Ouais. Moi, je me souviens qu'après le concert, voilà, je vous avais tous fait signer la jaquette justement de Silent Room, et que voilà, je vous avais dit, vous aviez joué 45 minutes, et je vous avais dit, c'est trop court. Ouais. C'est le fait de jouer en première partie, c'est souvent ça. Mais... Oui. Alors, donc le guitariste Nicolas De Dominicis, ou De Dominicis, je sais pas. De Dominicis. Donc il quitte le groupe ensuite. Alors c'est parce qu'il ne pouvait pas s'engager dans les grosses tournées, c'était bien ça? J'ai pas le souvenir que ce soit vraiment ce point-là. D'accord. Bon, il y avait plusieurs trucs, je pense, notamment peut-être l'orientation musicale, la disponibilité aussi, je pense aussi un petit peu. D'accord.
Mais bon, j'en ai pas, j'ai pas de souvenir très très précis de ce départ-là, du motif en tout cas. D'accord. De son départ, oui, parce que c'est quand même un des membres importants de Nightmare. Il était là depuis le début. Oui, depuis les premières démos, c'était lui sur toutes les démos, je crois. Non, pas lui, d'accord. Non, pas lui, pas au tout début. D'accord. Ah oui, pardon. Ah oui. Ah. C'est Janos Tripoli qui n'était pas au tout début. Oui, lui, il est arrivé pour le premier album. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, excuse-moi. Oui. Donc il était là depuis le début. Oui, je rectifie. Excuse-moi, Nico.